Bonjour, bonsoir à tous, merci d'être là. Moi je me présente, je suis Lorty, je suis étudiant à l'ESNA en cybersécurité. Du coup ce soir on va parler d'un petit POC que j'ai fait en 2-3 jours, l'histoire d'implémenter un système anti-triche grâce à CTFD. Donc au niveau du sommaire on va voir quoi. Déjà on va se poser la question de pourquoi les gens trichent en CTF. Parce qu'il y a forcément un but derrière. On va parler aussi des différents types de triche parce que pour l'implémentation du système, il va falloir faire une différenciation de cas de comment on triche. Ensuite, je vais vous montrer donc, à l'aide de schémas qui sont magnifiques l'implémentation du système. On va voir après derrière que, vu cette implémentation, il y a différents problèmes qui se posent. Donc les améliorations possibles. Je vais vous montrer 2-3 exemples que j'ai fait cet après-midi. Donc comment ça marche et est-ce que ça marche, et un petit fail de ma part, j'en parlerai à la fin. Du coup, pourquoi on triche en CTF? Déjà pour finir premier et avoir des lots, pour avoir donc, le fameux IPNIS qui est grave présent. Les deux côtes en bas, donc je les ai reçus en DM, parce que tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi. Et le fameux et très célèbre, on ne savait pas. Voilà. Ensuite, donc les différentes formes de triche, donc on va en avoir, j'en ai listé 5 ici, mais voilà, le share flag forcément, le partage de solutions, le partage d'instances. Alors dans le partage d'instances, donc ça c'est en CTF, c'est un truc qui se fait de plus en plus, c'est les admins vont, pour le confort des joueurs, monter une instance par équipe pour qu'on ne se tape pas les payloads de tous les autres, etc. Mais il y en a qui vont partager leurs instances du coup pour derrière avancer ensemble sur le challenge alors qu'ils ne sont pas dans la même team. Le partage de comptes, forcément, et jouer en équipe sur du CTF solo. Pourquoi le plus courant, c'est jouer avec une très grosse équipe sur un CTF qui est limité à 5. Moi, je n'ai pas été souvent à des CTF, mais à chaque fois, il y avait toujours une ou deux équipes où ils étaient 10 fois plus ou presque en back-office caché que les 5 qui étaient sur place. Donc c'était pas très honnête par rapport aux autres. Dans ces cas-là, la taille du IPNIS est partagée par le nombre de joueurs. Ouais, du coup, pourquoi on va différencier la triche? Parce que ça va être pour savoir comment on va pénenter dans différentes sondes. Donc par sonde, qu'est-ce que j'entends? J'entends quelque chose qui va voir que des joueurs ont share flag, une sonde qui va voir que l'utilisateur il a mis 1 minute pour flag une belle drop et il n'a même pas touché le chal. Voilà, donc on va faire de l'isolation de cas derrière. Aussi, ça va avoir une meilleure représentation au niveau de la base de données, parce que comme vous allez le voir après, l'implémentation est lourde, donc il faut que ce soit utilisé. Et aussi, ça permet d'être précis lors de la discussion avec un tricheur, puisqu'on va pouvoir lui dire que tu as triché de telle manière, à telle heure, etc. Donc ce sera difficile pour lui de se défendre. Du coup, l'implémentation du système, ça fonctionne comme ça. On va avoir un CTFD qui tourne, un scaler, une base de données centrale et différentes VM qui vont pouvoir accueillir et lancer les challenges. À savoir que là, je vais vous donner l'exemple d'un challenge dynamique, donc du web, du pwn, etc. Mais ça va se passer exactement de la même manière en statique, juste il n'y aura pas de déploiement d'instance. Donc l'utilisateur, quand il va cliquer sur son challenge, il va demander de lancer un challenge. Donc au moment où il va lancer un challenge, il va arriver donc, sur le scaler, et je vais faire une auto-authentification avec CTFD, et lui démarrer une instance derrière. Démarrer une instance donc, en fonction de la VM qui a le plus de ressources disponibles. Ensuite, une fois que ça s'est fait, le scaler va générer un flag aléatoire pour les joueurs et va aller l'insérer en base de données. On va insérer l'utilisateur correspondant, l'heure à laquelle il a commencé son chal et le flag qui lui a été attribué. Derrière, on refait un call au CTFD pour le challenge par exemple numéro 1, ajouter le flag qui va être valide pour l'utilisateur s'il a réussi son chal. Donc ça c'est pour la création d'instance. Quand le user il flag du coup, CTFD il va aller avertir le scaler que tel utilisateur vient de flag avec tel flag. Le scaler, la première chose qu'il va faire c'est il va aller requêter l'heure à laquelle le challenge a été lancé pour faire de la différenciation et savoir combien de temps l'utilisateur il a mis pour faire son challenge. Derrière, il va aller insérer l'heure de fin du coup dans un souci de traçabilité et il va aller kill du coup le bloqueur correspondant pour gagner de la ressource. Et derrière, il va aller retirer le flag qui était valide pour l'utilisateur, donc qui n'a été utilisé qu'une seule fois. Donc ça, c'est dans le cadre d'une utilisation normale de quelqu'un legit qui fait un CTF. Maintenant, on prend Monsieur Tricheur, donc il a récupéré un flag quelque part. Donc lui, ce qu'il va faire, il va rentrer son flag, sauf que, vous l'avez vu avant, son flag il est plus valide. Donc CTFD va le flag en incorrect. Au moment où CTFD le flag en incorrect, il va demander à la base de données si elle connaît ce flag.
Si la base de données répond non, c'est simple, c'est juste tromper flag, on passe à la suite. Par contre, si la base de données répond oui, le CTFD, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un appel du coup au scaler pour lui dire tel user a tenté de flag tel challenge avec tel flag. Derrière, le scaler, du coup, il va aller insérer en base de données l'utilisateur correspondant, le flag leur, mais étant donné que chaque flag est unique à un joueur, on peut aussi connaître la personne à qui était dédié ce flag, donc qui a aussi donné le flag au user. Donc ça permet derrière d'avoir les deux tricheurs. Maintenant, du coup, une triche au niveau du share de solution, donc celle-là qui est un peu plus tricky à voir. Donc l'utilisateur, il va flag, et du coup, derrière, comme je vous l'ai montré, le scaler, il requête l'heure de début à laquelle le challenge a été lancé. À savoir que dans mon implémentation, j'ai les challenges qui sont représentés au niveau de ma DB centrale. Donc les auteurs des challenges ont un petit JSON à remplir avant d'insérer, et ils ont une colonne estimation, c'est-à-dire qu'ils estiment quelqu'un qui est à l'aise en combien de temps il pourrait le faire. Donc ce qui est un peu arbitraire, donc ça me permet de donner un idée. Ensuite, du coup, il va calculer le temps que le user il a mis à flag avec l'heure de début et l'heure de fin. Et si ça c'est inférieur au temps estimé par l'auteur du challenge, on va aller l'insérer en base de données de cheater, du coup, avec le flag rentré, l'heure et le temps pour flag. À savoir que du coup, j'ai eu une heure avant le CTF, avant le début du CTF que j'avais lancé qui a implémenté Spock, j'ai repensé à une autre chose, mais si jamais un utilisateur, pour un share statique, il ne télécharge pas le fichier, c'est-à-dire que quelqu'un lui envoie. Ça veut dire que du coup, il n'aura pas d'heure de début ni d'heure de fin. Si ça se passe comme ça, dès que le flag il est automatiquement inséré en cheater en mode n'a pas téléchargé le fichier, la flag sans télécharger le fichier. Donc ça c'est un peu plus complexe parce que ça peut être un pote qui l'a envoyé parce qu'il n'arrivait pas à le télécharger. Donc, je l'insère quand même, mais ça reste qu'un suspect. Du coup, derrière, au niveau du share de compte, CTFD a un bon système, c'est-à-dire qu'il va log toutes les adresses IP différentes qui se connectent sur un compte. Donc moi, j'ai hook la fonction de CTFD qui fait ça, et à chaque fois qu'une adresse IP est rajoutée en plus, ça nous fait un call au niveau Discord avec un bot, en mode telle adresse IP vient de se connecter. Donc là, pareil, c'est un peu le même souci, ça va être un suspect, mais ça va pas être un tricheur, parce que souvent le mec il est passé en 4G, ou il est allé chez sa copine, enfin voilà. Et du coup, pour le share d'instance, je vais avoir une sonde qui va récupérer les logs de tous les dockers, et qui va regarder l'adresse IP source. À partir de cette adresse de ces potentielles adresses IP source, je vais aller taper sur l'API de CTFD pour savoir s'il la connaît l'adresse IP. S'il connaît l'adresse IP mais qu'ils sont de la même team, ça ne me montrera rien puisque c'est deux joueurs juste qui jouent ensemble en team. Par contre, si c'est l'adresse IP de quelqu'un d'autre mais qui est connu, du coup ça va me remonter au niveau Discord en mode tel joueur de telle équipe a joué sur l'instance de telle équipe. Donc là on a un share instance qui ne peut pas être lié par les deux parties. Et si l'IP n'est pas connue du CTF, etc., c'est pareil, ça envoie un message parce que c'est-à-dire que c'est un mec qui est venu essayer le shell alors qu'il n'est pas inscrit. Donc là, dans l'implémentation, on va avoir différents problèmes. Pour les cas de triche hors share flag, c'est impossible d'affirmer que la personne elle a triché. Dans le sens où s'il y a un mec qui mange le challenge en 10 minutes, et c'est juste que le mec il est trop fort et on n'avait pas prévu. Donc ça en fait que c'est des potentiels suspects mais pas des tricheurs. Si la triche elle est bien faite, l'implémentation elle marche pas. C'est-à-dire que si un joueur partage une solution et que le mec attend 1 heure et demie avant de rentrer son flag, ce sera pas possible. Généralement ceux qui trichent, c'est pas les plus intelligents. Comme vous avez pu le voir, l'implémentation elle est lourde. C'est plusieurs serveurs, une base de données, des VM, des workers pour lancer les dockers. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une race condition sur ce submit de flag, c'est-à-dire que si deux users s'envoient le flag et qui flaguent en même temps avec le même flag, le temps que toutes les opérations se fassent et que le flag ne soit plus valide sur le CTFD, en fait l'autre joueur pourra aussi rentrer le flag. Mais bon, pour que quelqu'un trouve ça, s'il a le code source, oui, mais sinon s'ils ne savent même pas qu'il y a une implémentation comme celle-là derrière, celle-là je ne l'ai pas. Du coup, au niveau des améliorations possibles, on pourrait faire de la corrélation. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui bosse en admin chez FTheBox et ils ont potentiellement réfléchi à une implémentation comme ça. Eux, ils ont pensé à faire de la corrélation au niveau du temps pour flag sur chaque challenge pour chaque utilisateur dans la catégorie donnée. Donc, avec un espèce de delta sur la difficulté du challenge, ce qui permet d'estimer le temps que le mec il peut mettre à flag tel ou tel challenge. Et derrière, avoir, par exemple, si le mec il met 40 minutes pour flag un challenge qui est caché dans le code source et qu'il est 1 minute pour flag une injection SQL en blind sur SQL Map. S'il y a deux équipes.
Oui, pardon. Si deux équipes vous jouent à du flag à tout petit intervalle, mais plusieurs fois, ça aussi, ça peut se remonter. Parce que si ça arrive une fois, ça peut être une coïncidence, deux fois, bon, trois fois. Voilà. On pourrait aussi ajouter l'heure à chaque fois qu'un utilisateur relance une instance, parce que là, dans mon implémentation, l'heure de début, elle est insérée que lorsque l'utilisateur commence le challenge. S'il relance une instance dessus, je ne vais pas reloguer l'heure de début, parce que ça pourrait poser un souci dans le sens où les dockers, ils restent up 2 heures, mais si le mec il va jusqu'au bout du challenge, qu'il demande juste à afficher le flag, mais que le docker il skill, bah, il connaît toutes les steps, il va le refaire en 1 minute, et là, du coup, ça pourrait l'insérer en cheater alors que c'est pas le cas. On pourrait aussi loguer si un utilisateur il tente de réaccéder à un challenge qu'il a déjà flag. Alors sachant que ça c'est un peu compliqué parce que même en CTF ça m'arrive de revenir sur des challenges que j'ai déjà flag pour vérifier un truc, etc. Donc c'est une amélioration mais il faudra bien le faire. Une amélioration possible aussi pour éviter la lourdeur du système, ce serait de développer directement un plugin CTFD qui fait tout le travail. Mais bon, je sais pas si vous avez déjà regardé les sources de CTFD, moi il me donne envie de crever donc je le ferai pas. On pourrait aussi, du coup, à terme, réimplémenter une solution hors CTFD, donc une solution à nous, open source, qui reprendrait en compte ces contraintes de base et qui permettra d'avoir un système un peu plus fiable. Donc là, mon assignation sera faite. Est-ce que ça marche? La réponse est oui. Donc là, j'ai fait des tests avec j'ai demandé à des potes en fait à mon école de prendre des instances et je leur donnais les flags, ils les rentraient, etc. Donc là, on peut voir qu'il y en a un qui a flag sans télécharger le fichier, on en a un qui a flag en 12 minutes 47 et l'autre qui a flag en 10 minutes 35 alors que c'était censé être des bons flags. Donc je leur avais demandé et ça a bien marché, j'ai bien récupéré mes tricheurs. Donc là, c'est le moment du fail. J'étais en appel avec Laluca et je lui montrais du coup le POC que j'avais fait et j'ai modifié le code source de CTF. Donc là, on est dans le cadre où un flag incorrect est subi par un utilisateur. Donc là, je vais aller regarder dans la base de données si le flag il existe. Je ne sais pas si vous voyez le problème, mais en fait, je fais une format string dans Python et en fait, si on met une quote dans le backslash, là, ça fait une magnifique injection SQL dans le submit de flag incorrect. Donc la Luca avait trouvé ça, donc je l'ai hotfix, je l'ai fixe en prod sans vérifier que ça marchait. Sans connaître la syntaxe. Sans connaître la syntaxe, parce que c'était ce que j'avais très rarement fait du dev Python en backend, du coup vu que je l'ai eu en 3 jours, j'ai pas forcément fait très attention, et du coup voilà, c'était marrant sur le coup. Du coup là, on voit d'autres améliorations possibles, donc c'est utiliser directement le SQL HCO de CTFD qui est proposé pour l'implémentation. Dans le cadre de l'injection SQL de la Luca, moi les flags, étant donné que j'ai pas eu le temps de faire bien gaffe à la sécu, les flags ils sont directement store en DB en clair, donc si j'avais laissé l'injection SQL, les joueurs auraient pu les récupérer, donc pourquoi pas hacher les flags en MD5 ou un truc comme ça pour vérifier. Et faire du coup, donc il y a les notifications push Discord, elles marchent dans le cadre du partage de compte ou de share d'instance, mais pour tout ce qui est share flag, share solution, etc., je ne l'ai pas fait, donc ce serait une amélioration possible et ce serait plus light pour les amis. Du coup, j'ai fait une petite démo tout à l'heure. Voilà. On va être dans le cadre où un utilisateur donc, il commence à challenge, donc quand les joueurs ils cliquent sur le challenge et accessible ici, ça leur déploie une instance avec le port qui est unique, donc ça c'est dans le cadre d'un challenge dynamique. Donc là j'ai clairement copié-collé le flag, j'ai été chercher en anglais. Donc là on voit que le user quand il rentre sous le flag c'est correct. Là j'ai un autre compte où donc monsieur tricheur qui va aller du coup récupérer le même flag et tenter de flag exactement le même challenge qui a été tenté tout à l'heure. Donc là il va pareil, il va cliquer sur le chal, rentrer le flag et là ce qui est dommage c'est que c'est incorrect puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure je supprime les flags qui sont valides. Et derrière si on retourne du coup sur la page et que je réactualise ma page de tricheur, là, on peut voir qu'on a le test press 1 donc, qui a flag en 53 secondes, donc c'est vraiment un bon score, et test press 2 qui a triché sur test press 1 avec tel flag et à tel heure. Donc ça permet de voir quand même un petit peu quelles personnes font de la triche comme ça. Après, l'implémentation, elle n'est pas parfaite, mais ça permet déjà de voir ça, puisqu'en CTF, moi ça m'arrive de regarder les logs de temps en temps et de voir quand même ça arrive pas mal souvent, donc d'avoir une implémentation comme ça, c'est quand même plus agréable. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo. Pas de questions? Si. Ouais. Est-ce que ça a déjà été utilisé sur un CTF en live? Alors là, en gros, dans mon école, j'ai monté un CTF qui est en cours. C'est en train d'être utilisé. Pour l'instant, j'ai pas récupéré Si, j'ai récupéré un tricheur, mais c'est parce que c'est un mec qui a force double en 9 minutes en challenge dosing, parce que du coup, il ne peut pas avoir triché. C'est juste que là, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là, manger le challenge. C'est ça. Mais à terme, en fait, ouais, ce serait de voir.
Bah ouais, c'est ça. Donc la prochaine fois que vous faites un CTF ou meilleur organisateur, il y a peut-être moyen que ça se soit utilisé pour voir si ça marche. Sans la SQL. Sans la SQL, voilà. Tentez pas d'injection SQL, ça ne marchera pas. Du coup, le code, tu vas le mettre sur GitHub Ouais, ou, le code il va être open source sur GitHub, donc le temps que je patch 2-3 trucs, parce que étant donné que je les dev en 2-3 jours, j'ai dû laisser quelques failles qui traînent à droite à gauche. Je sais que, en regardant le code tout à l'heure, je sais que j'ai une XSS dans le dashboard admin avec le cookie, c'est pas ouf. Mais étant donné que c'est ce que je disais à la Lucas, c'est que je l'ai patch, j'ai eu que 2 jours pour le patch et pas fait, enfin j'ai essayé de faire attention, hein, mais je vais le release sur GitHub, je pense début janvier, le temps juste de tout patch, et derrière ce sera open source. Avec le code source de CTFD modifié. Je te conseille pas de le faire. Voilà. Merci beaucoup et puis, bonne soirée. Une dernière question. Ouais. Un autre problème, c'est la rétention de flag. Ouais, alors là pour le coup, pour la rétention de flag, dans mon école, je leur ai dit que ça allait. Enfin, je leur ai pas dit qu'il y avait ce genre de système derrière, mais je leur ai dit que la rétention de flag serait pas possible. Là pour le coup, la rétention de flag elle est plus possible. Donc ça, ce serait aussi une amélioration à voir si on peut permettre aux gens de continuer à faire de la rétention de flag ou pas. Pour le coup, voilà, c'est ça. Mais après, pour les chals statiques, en tout cas, ils peuvent garder leur flag, ça y a pas de souci. Mais pour les chals dynamiques, ça va être plus compliqué. Ouais, après, tu peux rendre le nombre de points dégressifs, du nombre de personnes pour trouver le challenge. Ça peut permettre de limiter la rétention. Bah après ça c'est le cas là actuellement, c'est ce que j'ai fait en dynamique du coup. Mais ouais effectivement ce serait potentiellement une amélioration possible de permettre aux gens de continuer à faire ça parce que des fois c'est marrant de voir ça. Voilà, mais du coup je te laisse la place. J'enchaîne.